Aujourd'hui, on va parler des chaînes listées ou linked list en anglais et de stack et de data structure de stack. En fait, si on regarde un petit peu tous les sujets qu'on peut aborder en fait en C, on a souvent très peur. C'est-à-dire que la première fois qu'on nous parle des pointeurs, ben on se dit, waouh, c'est quoi ça? Tout le monde m'en parle, tout le monde me dit que ça va être compliqué, etc. Et au final, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Bon, il y a il y a des petites choses à comprendre quand même, mais sinon, bah, ça va, c'est assez facile. Et après, on se rend compte que en fait, ce qui est vraiment dur, c'est les pointeurs sur les pointeurs. C'est ça le vrai sujet très dur. Et puis en fait, au final, on se rend compte que bah bon, il y a une certaine logique à voir. Il faut faire attention des fois quand même. Hein, faut faire attention parce que c'est pas si simple que ça. Mais la logique étant la même, en fait, c'est juste qu'on pointe vers un autre pointeur, et puis du coup, bah, il faut mettre 2 étoiles, par exemple, si on veut déréférencer, des choses comme ça, quoi. Donc au final, on se rend compte que ça va. Mais après, on arrive à la vraie peur. Là, on arrive au vrai sujet très très complexe qui fait vraiment peur, c'est les tableaux, les arrêts. Et là, on se rend compte que, en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, surtout quand on veut manipuler des strings avec le nul caractère ou pas à la fin, comment les déclarer, faire attention à bien les déclarer avec le bon nombre entre les crochets, etc. Là, on se rend compte que c'est le vrai sujet difficile. Bon, après un petit peu de pratique, on se rend compte qu'au final, bah, il y a une certaine logique toujours à avoir, mais ça va, c'est pas non plus si difficile que ça, même si on peut toujours complexifier les choses. Et après, dans la résolution d'un problème, bah, c'est pas toujours si simple. Et ensuite, en fait, on arrive au vrai sujet, enfin, compliqué, c'est les structures. Là, c'est le vrai truc où on se dit, ok, là, ça y est, cette fois, je manipule plusieurs types de données dans un même endroit. Et là, c'est le sujet très difficile. Ça y est, c'est le niveau final de la programmation et surtout en C. Et là, ça y est, c'est bon, c'est over, c'est finito. Bon, au final, après un petit peu de temps passé dessus, bon, on se rend compte que ça va, c'est juste qu'on met plein de données dans un même endroit. Et c'est ce qu'il y a, il y a un petit truc à savoir avec le arrow opérateur, la flèche, qui permet d'accéder à certains endroits par rapport à des pointeurs avec les structures. Mais bon, ça va, ça va. Donc de tout ça, on pourrait se dire, mais tiens, c'est marrant, il y a quand même une leçon, il y a quand même quelque chose qui se répète, on a peur, après on se rend compte. Bah en fait, du coup, non, il n'y a rien à retenir, ok? La vraie peur, c'est aujourd'hui, c'est les listes chaînées, les linked lists et la stack. Ça y est, ça c'est le boss final. Je vous jure, je me suis pas trompé 4 fois d'affilée. Cette fois, c'est bon. Ok, bon, je me suis trompé sur les pointeurs, je me suis trompé sur les pointeurs de pointeurs, je me suis trompé sur les tableaux, je me suis trompé sur les structures. Mais là, cette fois, je vous jure, je vous promets, je me trompe pas. Le sujet le plus effrayant, c'est en fait les linked lists. Et en fait, pour expliquer ce concept, moi j'aime bien partir bah, en fait, d'un problème pour essayer de comprendre pourquoi c'est une solution parfois à un certain type de problème. Alors, c'est pas toujours le cas, mais bon, voilà. Ici, en gros, parce qu'en fait, on avait présenté un peu ça, hein, c'est pour rebondir dessus, on avait présenté un peu ça dans les arrêts pour expliquer bah, que les arrêts, c'était pratique par rapport, ça résolve un problème que les variables seules ne peuvent pas faire. Donc les arrêts, c'est pas mal. Et les structures, bah pareil, ça résout un autre problème que les arrêts ne peuvent pas, auxquels ne peuvent pas répondre les arrêts, quoi. Et bah là, c'est un peu pareil. Là, imaginons qu'on a un tableau, justement, avec 5 éléments dedans. Donc pour rappel avec les index 0, 1, 2, 3 et 4, donc ça commence à 0. Et, euh, et du coup, bah, on a vu déjà pas mal de choses sur les arrêts. On a vu déjà un peu comment les déclarer, comment ça fonctionnait, comment on pouvait mettre des caractères à l'intérieur d'un arrêt. On avait vu qu'il y avait une chose à laquelle il fallait faire attention, c'était pendant la déclaration, bah, lui donner une taille, parce qu'en fait l'ordinateur, lui, il sait pas. Donc il faut lui dire, bah, il faut telle taille, etc. Et du coup, même ça, c'était une problématique. Et cette problématique, on l'avait aussi résolue dans une autre vidéo en parlant de l'allocation de mémoire, en lui disant, bah, je sais pas encore exactement tout de suite la taille de mon tableau, mais dans mon programme, à un moment donné, je vais comprendre ça et je vais utiliser malloc. Malloc qui utilise la heap, la mémoire heap. Mais bon, je réintroduis un peu cette notion-là parce qu'on va en reparler plus tard. Donc, du coup, bah, ici, on avait trouvé des solutions à ça, mais malgré ça, il y a quand même quelques problèmes qui persistent. En fait, imaginons que vous avez un cinquième élément et que vous voulez l'ajouter à ce tableau. Comment on fait? Bah, on fait pas.
La solution, c'est on fait pas, hein, d'accord? Il n'y a pas de solution. Parce qu'en fait, justement, on a déjà déclaré notre tableau avec 5 éléments. Je ne vais pas rajouter un sixième élément, même si c'est l'index numéro 5, hein, mais je ne vais pas rajouter un élément comme ça. Il faudrait que je crée une nouvelle liste, à la limite, avec un élément en plus, et des choses comme ça. Et maintenant, même autre problème, imaginons que je veux insérer une valeur entre le valeur 1, enfin entre l'index pardon 1 et 2, et que j'aimerais bien insérer ce bloc-là au milieu. Comment je fais? Bah encore une fois, je fais pas, hein, il n'y a pas de solution. Il faut que je recrée en fait un nouvel arrêt à la limite, et que à ce moment-là, bah, dès que je fasse un petit programme, et ça rajoute cette chose-là. Alors sûrement pour un petit tableau comme ça, c'est peut-être même c'est plus intéressant peut-être de faire comme ça, de créer un nouvel arrêt, de faire des choses comme ça. Pour un petit problème comme ça, c'est peut-être mieux. Mais globalement, imaginez maintenant que vous avez des milliers et des milliers de cases, si ce n'est des millions. Bah, ça va être un peu compliqué de recréer des millions à chaque fois que vous devez modifier quelque chose, de tout refaire pour réinsérer toutes les données à l'intérieur, etc. En tout cas, ça va pas être très efficace, ça c'est sûr, et ça va être un peu compliqué. Et c'est là où, en fait, les chaînes listées, les linked lists, viennent, être- on va dire, résoudre, pardon, je perds mes mots, il est tôt ce matin, résoudre un peu ces problèmes. En gros, la différence qu'on a entre le beau schéma d'ailleurs que j'ai fait sur Paint et celui-ci qui est encore plus beau, et bien en fait c'est ces petites flèches entre chaque index, entre 0, 1, 2, 3, 4. J'ai gardé 0, 1, 2, 3, 4 parce que c'est un peu plus clair, mais en gros si on prend l'élément 0, il faut comprendre que cette fois, il n'est pas simplement suivi de l'index 1 de manière organisée par une autre valeur. En fait, l'index 0, il contient une valeur, imaginons que ce soit une lettre, un int, un long, un float, peu importe, hein, on s'en fiche ça. Encore une fois, c'est un peu comme avec les arrays, on s'en fiche de quoi il contient. Mais c'est juste que il contient une valeur, et en plus de ça, il fait quelque chose d'autre, il pointe vers l'index numéro 1, on va dire. Même si là, cette notion d'index est moins importante, hein, mais c'est pour plus facilement illustrer le propos. Donc du coup, il pointe vers l'élément 1 pour dire, après moi, le prochain élément, eh ben, c'est l'élément 1. Et l'élément 1, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, lui aussi, il contient sûrement une valeur, peu importe encore une fois qu'est-ce que c'est, et il pointe vers l'élément 2. Donc il a deux choses à l'intérieur, hein. Il a sa valeur et il a aussi, il pointe du doigt, bah, il dit bah moi je dis le prochain élément c'est cet élément-là. Et c'est l'index 2 ici. Et le 2 fait pareil, il a une valeur et il pointe vers le 3, et le 3 pareil, et le 4 pareil. Donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici c'est un petit peu plus facile. Parce que si je veux, par exemple, remplacer, si je reprends mon problème d'insérer une valeur, bah simplement, à l'index 1, je lui dis, écoute, à partir de maintenant, tu vas plus pointer du doigt l'index 2, tu vas pointer du doigt un autre endroit, une autre case. Et cette autre case, je vais lui dire, ah bah toi, il faut que du coup, tu pointes du doigt l'élément suivant 2, imaginons, euh, directement. Et donc du coup, là, j'ai réussi à- on va dire, à insérer une valeur beaucoup plus facilement que dans un arrêt. Et du coup, bon bah, effectivement, on pourrait, euh, on va dire, effacer hein, les notions d'index déjà de base, mais du coup, ça deviendrait plus le numéro 2. Le numéro 2, ce serait celui que je viens d'insérer, et puis l'autre deviendrait le 3, le 4, etc., le 5. Donc je viens d'insérer. Et cette problématique, on peut aussi la mettre dans le premier exemple que j'avais pris, de rajouter une valeur après l'index 4. Là aussi, 4, pour le moment, il pointe vers rien. 4, je lui ai juste dit, bon bah voilà, tu tiens une certaine valeur, tu gardes en mémoire une certaine valeur, mais pour le moment, je te dis pas encore vers quoi tu dois pointer du doigt. Donc techniquement, tu t'arrêtes là, quoi. Et du coup, bah, et si je voulais rajouter une autre valeur, après l'index 4, hein, encore une fois, les notions d'index ne comptent plus trop, et ben simplement, je lui dirais, ok, bah, du coup, tu vas simplement pointer du doigt ce nouvel élément que je crée. Donc, ça, c'est c'est des. En fait, on parle plus effectivement d'index, on parle normalement de nodes en anglais, donc c'est les nœuds
en fait. Donc chaque numéro là que j'ai mis, c'est des nœuds. J'ai mis des numéros encore une fois pour que ça soit plus clair. Mais souvent en ligne ou dans les livres ou dans les choses comme ça, vous retrouverez en fait le nom Node, N-O-D-E. C'est celui d'ailleurs qu'on utilisera par souci de clarté dans le code. Ici, je vous parle que des chaînes listées simples. Il est possible aussi de créer en fait une genre de double chaîne listée, si je puis dire, où en fait l'élément par exemple 1, et ben au-delà de simplement pointer donc garder une valeur, pointer du doigt vers une direction, il peut aussi pointer vers l'élément précédent. Alors ici dans cette vidéo on les verra pas trop ce concept là mais il faut juste imaginer que ici il y aura une flèche en plus mais dans cette direction là donc de 1 vers 0 et puis du coup bah, de ce carré là vers 1 de ce carré là vers celui-ci de ce carré 3 vers là etc. Fondamentalement on va pas en parler parce que on va parler après de la stack et des choses comme ça, mais ça peut être pratique, ça peut être bien à ce niveau-là, de savoir au moins que ça existe. Et après, le fonctionnement, il est le même, c'est juste que du coup, il faut pointer vers autre chose. Maintenant, on va voir ça en code. Alors, on se retrouve dans mon environnement de travail, où on va coder avec VS Code et puis mon terminal pour compiler les choses. Et du coup, bon, bah, vous voyez que j'ai déjà dans mon src pour source.c, j'ai inclus des choses et surtout j'ai inclus quelque chose de personnel, un header files, struct.h, que j'ai pas encore écrit mais qu'on va écrire ensemble du coup. Dans struct.h, bah, en fait, je vais créer une structure, puisque oui, une manière de faire, de pratiquer, on va dire, les chaînes comme ça, eh ben, c'est de les faire dans des structures. C'est un petit peu plus simple et ça va nous aider tout au long de la chose. On pourrait techniquement le faire avec un array aussi, hein. Un array, je lui donne un int et puis ensuite je lui donne un pointeur sur int, etc. Mais et encore, je sais même pas si ça se fait vraiment ça. Techniquement, en tout cas, ça peut se faire avec des arrêts, mais c'est pas intéressant. Voilà. Donc, du coup, je vais créer une structure. Donc, ça nous permet de rappeler un petit peu comment créer des structures. Donc, si on crée une structure, bah, on utilise struct. Je vais l'appeler node. Et du coup, bah, je vais mettre deux choses dedans. Je vais mettre la valeur qui doit conserver. Donc l'information qu'il veut conserver. Alors j'aurais pu mettre un char, j'aurais pu mettre un int comme là j'ai fait, j'aurais pu mettre un float, je peux même mettre plusieurs choses, hein. Mais là on va pas trop s'embêter, on va juste mettre un int. Mais il faut s'imaginer que vous pouvez remplacer ça par plein d'autres choses et mettre même plus de valeur. Et ensuite c'est là où par contre il y a un petit point important à avoir. On a dit que un nœud il pointe vers un autre nœud. Donc il faut que je le prépare à ça. Il faut que je lui dise, bah écoute, dans ta structure, à un moment donné, tu vas devoir pointer vers un autre nœud. Donc, vous l'avez compris, c'est un pointeur. Voilà, ça, c'est simple. Mais c'est un pointeur de quoi? C'est un pointeur vers une vers une structure. Et vers quelle structure? Vers la structure nœud, la structure node que je viens de créer. Donc ça veut dire que là, je vais devoir lui mettre struct node et de lui dire que c'est un pointeur, donc comme quand je déclare un pointeur int, étoile, pointeur, etc. Bah là pareil. Alors souvent dans les livres ou en ligne, vous trouverez bah, l'indication next qu'on va garder aussi. On pourrait mettre suivant, on pourrait mettre n'importe quoi, encore une fois on s'en fiche dans le nom. Mais ça nous permet de créer notre structure comme ça. Et donc du coup, bah, là on comprend que notre structure, elle contient une valeur, et ensuite, elle pointe vers la prochaine destination. S'il y a une prochaine destination, bien entendu. Pour se simplifier un peu la vie, on va utiliser aussi typedef. Donc je vais remonter ici, hop, je vais mettre typedef. Comme ça, en fait, j'aurai pas à chaque fois à écrire struct node et puis un nom d'une structure, peu importe ce que je mets, mais en gros, j'aurais juste à écrire node underscore s, imaginons. Je sais pas, hein, je suis pas sûr que le nom soit très bon, mais c'est pas grave. C'est pas trop compliqué en tout cas à réutiliser.
Donc du coup, bah, en fait, quand je déclarais mes structures, j'utiliserai Node S. Bon, normalement, vous connaissez ça. Si vous connaissez pas du tout, j'ai une autre vidéo sur les structures, donc bah, n'hésitez pas à aller la voir, à mettre un like, et voilà. Ça m'aidera toujours. Du coup, donc effectivement, j'inclus, donc là j'ai sauvegardé, oui, j'inclus bien mon struct.h. Donc du coup, bah, j'ai déjà la notion que je peux créer, en fait, node underscore s. Alors, qu'est-ce que je vais lui donner comme nom? Je vais lui mettre élément 0. Voilà, on va dire ça. Ça va être très bien. Et du coup, bah, cet élément 0, je lui ai assigné des valeurs. Je peux mettre élément 0 point valeur. Et je vais lui mettre égal 1, imaginons. Enfin, peut-être pas 1. Ouais, si, allez, 1. Euh, et je vais mettre élément 0.next, donc qui normalement pointe vers quelque chose, bah là pour le moment je vais le mettre nul. Je suis pas obligé, techniquement, de mettre nul, mais je préfère, c'est bien, en fait ça dit bien que mon pointeur pour le moment est nul, donc j'évite des problèmes au cas où, je sais pas si je fais n'importe quoi, ou si je suis sur un gros projet avec des choses, bah en fait pour le moment ce pointeur-là, il pointe vers rien du tout. Donc comme on connaît les structures, en fait, hein, on pourrait simplement print, déjà pour voir si tout fonctionne bien, la valeur que je garde dans élément 0, point valeur, hop, voilà, je sauvegarde. Je vais donc compiler donc avec src.c, donc mon fichier source, et mon fichier struct.h. Et j'ai pas de problème, j'ai pas fait de bêtises, donc c'est tant mieux. Je vais pouvoir lancer et effectivement je retrouve la valeur 1. Ok, top. Donc du coup maintenant, la question c'est comment on fait pour bah, créer un nouveau nœud. Bah, tout simplement, déjà, premièrement, je crée une autre structure, élément 1, imaginons, donc toujours en utilisant node S, qui est défini dans mon struct.h, donc avec le type def, hein, donc j'ai ma structure. Ici, j'appelle ma structure, enfin, je lui dis, bah, je veux créer ce type de structure-là, que je vais appeler élément 1. Et ici, bah, pareil, hein, imaginons élément 1 point valeur égale, bah là je vais mettre une autre valeur, imaginons 42, et je vais mettre élément 1.next, du coup, je vais le remettre nul. Et alors là, bah, je pourrais refaire le printf, etc. Mais d'ailleurs, je vais l'effacer ce printf parce qu'il ne sert à rien. Mais c'était juste pour vous montrer. Mais du coup, là, la vraie question, c'est comment je fais pour accéder depuis l'élément 0, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que l'élément 0, du coup, il faut que je lui dise pointe vers l'élément 1. Donc pour ça, il faut que je fasse élément 0.next, alors si je l'écris bien, pardon, sinon on va pas s'en sortir, égale, et ben comme un pointeur, c'est un pointeur vers une structure, je lui dis, tu vas pointer vers l'adresse de élément 1. Donc, là, à partir de ce moment-là, du coup, élément 0, bah, qui était élément 0.next pour être plus précis, bah, du coup, il est plus nul. Il pointe vers l'adresse de élément 1 que je viens de définir. Donc, ça veut dire que depuis élément 0, je pourrais déréférencer mon pointeur pour avoir la valeur qui est conservée à l'intérieur, pour avoir cette valeur-là, pour avoir la valeur 42. Donc déréférencé, hein, si vous vous rappelez pas, on l'a vu dans la vidéo sur les pointeurs, c'est le pointeur normalement ne pointe que vers une adresse, mais déréférencé, c'est dire au pointeur, ok, bah tu pointes à cette adresse, maintenant tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur de cette adresse, s'il te plaît. Merci, au revoir. Donc du coup, comment on peut y accéder? Bah, on va faire un printf, hein, déjà, pour sortir la valeur. Je vais mettre %d underscore n pour faire un truc un peu joli. Et maintenant, qu'est-ce que je tape là-dedans? Alors, si vous avez regardé la vidéo sur les structures, vous savez déjà un petit peu, je pense. Mais en gros, ici, je vais lui dire bah, élément 0, hein, parce que c'est bien l'élément 0, point next, puisque c'est là où il y a le pointeur. Il faut que je déréférence ça. Comment je déréférence ça? Une structure, ou en tout cas un pointeur vers une structure, bah, c'est pas en utilisant simplement de nouveau en faisant point valeur,
parce que ça marcherait pas, en tout cas écrit comme ça marcherait pas. C'est là où en fait on avait vu qu'il faut utiliser le arrow opérateur, donc faites la flèche comme ça, et là je lui pointais vers valeur. Et donc du coup je vais voir si j'ai pas fait de bêtises. J'ai pas fait de bêtises en tout cas de compilation, et effectivement mon programme me sort bien 42 ici. Donc tout marche bien. Alors il y a une autre manière de l'écrire effectivement avec le point. Je crois qu'on l'avait vu aussi dans la vidéo, mais c'est une façon, j'ai pas envie de dire à la con, mais c'est une façon à la con, je trouve. Enfin, c'est un peu plus difficile, je trouve. C'est de mettre comme ça, entre parenthèses, élément.next. Donc de bien le mettre en parenthèse, de bien rajouter l'étoile, en fait, concrètement. Et à partir de là, bah, du coup, de bien lui dire, en fait, les parenthèses lui disent bien, bah, ça c'est l'adresse vers laquelle il pointe. Donc tu me déréférences ça, et en fait, avec le point valeur, bah, tu vas me chercher la valeur. Donc si je fais comme ça et que je fais programme, bah, ça fonctionne toujours, il me met bien élément 42. Maintenant, du coup, juste pour montrer un petit peu la logique, même si je pense que vous l'aurez compris normalement, mais au cas où, ça coûte, ça mange pas de pain. Si je fais élément A, bon voilà, hein, je crée de nouveau une structure, et en fait, bon bah élément A point valeur, je vais lui mettre égal, je sais pas, 5, imaginons. Et du coup, là, cette fois, je lui dis, bah, je lui ai toujours lui dire, pardon, élément A.next, du coup, égale nul pour le moment, parce que je n'ai pas besoin. Mais, par contre, là, disons que je veux insérer l'élément A entre le 0 et le 1. Donc, comment je fais? Et bien, du coup, je vais lui dire élément 0.next. Maintenant, tu pointes plus vers élément 1, mais tu pointes vers élément A. Ensuite, élément A lui-même, je lui dis élément A.next. Bah, du coup, là, tu pointes vers élément 1, donc vers la valeur 42. Et alors, on peut vérifier tout ça, on peut s'amuser à vérifier tout ça. Printf, tac. La valeur de élément A. Comme ça, on distingue bien. Hop. Donc du coup, pour y accéder, je pourrais bien sûr print la valeur comme ça d'élément A.valeur, mais ce qui est marrant, entre guillemets, c'est de lui dire depuis élément 0.next, arrow opérateur, tuc, 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 valeur. Donc là, du coup, lui, il va me dire, ok, bah, élément next, enfin élément 0.next, bah, du coup, il pointe vers élément A. Donc là, il va bien me sortir la valeur de élément A. Donc normalement, il est censé me sortir 5. Et du coup, je peux sortir printf la valeur de élément 1 depuis élément A, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai changé, hein, élément A.next. Oula, pardon, j'ai fait une petite erreur, je viens de me rendre compte. Hop, élément 1. Et ben du coup, je vais lui dire pourcentage d slash machin backslash n. Et du coup, pareil, je vais lui mettre élément, donc du coup, A.next. Et je lui pointe avec l'arrow opérateur vers valeur. Et donc du coup, là, normalement, il est censé me donner 42 si je me suis pas trompé. On va voir si j'ai pas fait de faute de logique, parce que c'est ça aussi la chose. Ça compile bien. Est-ce que ça marche bien? J'ai mon premier, bon bah effectivement, vous voyez, ici, j'ai mon premier élément qui est print qui est bien 42. Donc élément 1 pointe bien, enfin élément 0, pardon, pointe bien vers élément 1, la valeur de l'élément 1. Donc ça pointe bien vers ça. Ensuite, je change un petit peu les choses. Donc ici, je déclare des choses et je change ici ce qui est pointé. Donc techniquement, élément 0 pointe vers élément A, élément 1 pointe vers élément 1. J'espère que c'est clair. J'espère qu'il va pas avoir pris des noms trop à la con. Et je me rends compte en faisant la vidéo que si, mais c'est pas grave. Et donc du coup, ici, élément 0 maintenant, alors que il pointait vers 42, maintenant il pointe bien vers le 5 de l'élément A. Et l'élément A, lui, il pointe bien vers le 42 de l'élément 1. Donc j'ai réussi à, entre guillemets, à insérer une valeur
une valeur à l'intérieur de cette chaîne puisque en fait il faut imaginer la chaîne, hein, si vous regardez sur mon terminal, qu'il y a élément, donc du coup 0, qui pointait vers élément 1, et là j'ai réussi à lui rajouter en fait élément A, et élément A, j'ai fait en sorte qu'il pointe vers élément 1. Bon, là on l'a fait d'une manière vraiment un peu archaïque dans le sens où on l'a fait manuellement. Et on va voir d'autres choses. On va voir l'utilisation de fonctions pour essayer de reproduire, en fait, dans le concept, du moins, la stack. Et quand je parle de la stack, je parle de la mémoire, mais aussi de la data structure qu'on va voir ensemble, qu'on va faire de notre côté là bientôt. On parle souvent du coup de la stack et de la heap, donc, qui sont des éléments de mémoire. Mais on va un peu, parce que j'en ai parlé même dans d'autres vidéos, mais jamais trop non plus tout préciser dessus. Donc on va un peu en parler. La stack, c'est ce qu'on appelle en français la pile. On va revenir dessus sur le pourquoi du comment un petit peu plus tard. En fait, c'est tout simplement tout ce qui est mis en mémoire de manière fixe à la compilation du programme. Donc on utilise par exemple GCC, et bien, toutes nos variables à qui on a donné des valeurs, comme x égale 1, donc en déclarant que x est un int ou un long ou peu importe, que c est égal à la lettre A parce que c'est un caractère, et bien tout ça, en fait, c'est fixe à la compilation et c'est compris dans la stack. La heap, elle en français on appelle ça plutôt le tas. Et ici c'est l'allocation de mémoire dynamique qu'on a pu voir entre autres avec malloc. Et c'est à l'exécution du programme qu'on sait exactement quelle taille de mémoire on va avoir besoin, mais pas avant. Donc on le prépare, notre programme, en lui disant, bah, quand ça arrivera, tu alloueras tant de mémoire avec entre autres malloc, mais il y a d'autres fonctions, hein, calloc, realloc, etc. Mais on l'a vu en tout cas en vidéo, nous, dans la vidéo sur Malloc. Et du coup, bah, comme ça peut changer en fonction de ce que met par exemple un utilisateur en input, ou alors en fonction d'autres résultats, d'autres fonctions, etc., etc. Donc la représentation de base, elle est un peu comme ça. En fait, il faut comprendre que ça, c'est à quoi ressemble plus ou moins la mémoire de votre programme quand il est fait, quand il est compilé et exécuté. Donc vous avez la stack en haut qui va vers le bas. Et alors je sais que ça peut paraître bizarre parce que juste avant, j'ai appelé ça la pile. Et pourtant là, on est donc dans high address, hein, vous voyez en haut à gauche, et on descend vers low address. Mais on va en reparler juste après. Je sais que c'est un peu troublant, mais il faut comprendre que la stack, techniquement, c'est descendant, et alors que la heap, elle, ça va monter au fur et à mesure. C'est pour ça le tas qui augmente. La heap versus la stack, en fait, ça n'a pas trop de sens de dire ça, hein, on peut les comparer sur le fonctionnement, mais les deux, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, même si la stack, par exemple, elle est plus rapide, parce qu'en fait, elle a un ordre qu'on va voir, mais ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure que la heap qui n'a pas vraiment d'ordre et qui est un petit peu plus lente, parce que c'est juste qu'en en fait, ils ne sont pas utilisés au même moment ou pour les mêmes choses, et c'est fait de manière à ce que ça soit le plus optimisé possible. Donc par exemple, il y a des variables globales, des choses comme ça, qui ne seront pas forcément tout le temps dans la stack, mais qui peuvent être dans la heap. Il y a plein de choses qui peuvent se passer qui font que, bah, en fait, il y a un appel entre la stack et la heap, il y a une relation quand même très forte. Et alors, pourquoi on appelle ça la pile? Donc là, j'ai inversé un petit peu les choses. Et c'est dans la plupart des livres que vous allez trouver, ou des documents, ou même sur Internet, parce que là, par exemple, les images que j'ai prises, bon, sauf ça, là, c'est mon dessin que vous reconnaissez, normalement ma patte artistique de Paint, mais au-delà de ça, c'est des images que vous pourrez trouver comme celle-ci sur Internet. J'ai mis la source, c'est Granger, Illinois, College University, Champagne, je sais pas quoi. Oui, il y a le nom Champagne dedans, c'est pas une blague. Mais en gros, on représente comme ça la mémoire de manière générale, et ensuite la stack, on la représente comme ça. Donc c'est pour ça que souvent, vous allez trouver la flèche qu'on voit ici, et que le bas de cette flèche, bah, en fait, c'est le haut des adresses de mémoire. Donc en hexadécimal, vous allez avoir des grosses valeurs. Bon, je vais pas trop vous embêter avec ça, parce que ça sert pas à grand-chose, mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi d'un coup on réinverse les choses. Et aussi, ça nous explique pourquoi on appelle ça la pile. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Imaginons j'ai ma première variable avec telle valeur, imaginons la valeur 1, et je veux rajouter une autre valeur par-dessus.
Enfin, je veux rajouter juste une autre valeur. Et ben en fait, c'est justement, je vais rajouter une valeur par-dessus. Donc j'ai toujours mon bloc 1, mais cette fois maintenant j'ai un bloc numéro 2 par-dessus le bloc 1. Si je refais la même chose avec un troisième bloc, bah, je remets un troisième bloc par-dessus le bloc 2. Donc il faut comprendre que c'est une évolution, hein, mon schéma, hein. Ici, globalement, le 1, c'est la première étape, ça c'est la deuxième étape, ça c'est la troisième étape. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, comment je fais pour réaccéder à d'autres données? Comment je fais? Eh ben, en fait, je suis obligé d'enlever le bloc, par exemple, 3 et d'enlever ensuite le bloc numéro 2. Donc c'est pour ça que la stack, c'est un modèle LIFO, donc last in, first out. Donc le dernier rentré, la dernière valeur entrée, eh ben, c'est la première qui va être sortie. Et en fait, peut-être que c'est pas, vous vous direz, ouais, c'est pas très important, etc. Bon, c'est sympa de savoir comment ça fonctionne under the hood, hein, sous le capot, quoi. Mais c'est pas non plus super intéressant. Alors, c'est intéressant parce que nous, on va la mettre en place avec ce qu'on voit là, les listes chaînées, donc linked list, etc., pour essayer de reproduire en fait ce fonctionnement-là. Ce fonctionnement qui est de rajouter par-dessus des choses qu'on appelle push et enlever des choses qui sont dessus, qui s'appellent pop. C'est comme ça normalement dont on parle d'enlever ou d'ajouter des choses dans la mémoire stack. Mais au-delà de ça, en fait, ça a une véritable application que vous connaissez déjà. Alors ici, si on regarde un petit peu le programme, on voit que effectivement, dans main, on a déclaré A, ensuite on a déclaré B, ensuite on a déclaré C, on a déclaré un pointeur, et ensuite là, on est en train de déclarer int d égale hello. Donc le résultat de la fonction hello, il va être mis dans le d. Donc en fait, là, dans la fonction hello que vous voyez, où il y a écrit int a 100 dans le petit tableau, et ben en fait, à la fin, ça va se transformer en D. Ce A ici, là, il va se transformer, je ne sais pas si on verra bien, voilà, ce A là va se transformer en D. Et bah, jusque-là, rien d'anormal, mais en fait, si vous réfléchissez un petit peu, qu'est-ce qui se passe en fait quand on appelle, au lieu de... Donc il faut imaginer que cette ligne-là n'existe pas, hein, du coup, mais imaginons qu'on efface ça, qu'on efface le D, et qu'on appelle juste hello. Bah, en fait, c'est un problème qu'on rencontre dès le début quand on apprend le C. On nous dit en fait, quand vous appelez par exemple une fonction, et que vous essayez de changer la variable par exemple A, et ben en fait, oui, ça marche, hein. Ici, pendant l'exécution de hello qui va avoir lieu ici, ben A aura bien à un moment donné été égal à 100. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va return A dans le vide, hein, puisque là, il n'y a pas de D, hein, ici. Et notre valeur de A ici, elle n'aura pas changé. Il n'y aura pas eu de transformation. Parce qu'elle n'est pas liée à ça. Pourquoi? Parce que hello, en fait, il aura été on the top of the stack, on va dire, donc sur le haut de la stack. Et une fois que Hello est terminé, et ben en fait on l'enlève. Donc il a été push, Hello, et ensuite il a été pop. Et c'est pour ça qu'après on nous introduit normalement dans les cours, on sait que ce soit sur Open Classroom, Zest de Savoir ou je ne sais quoi, quel autre site, boot.dev, etc. C'est pour ça qu'ensuite on nous introduit en fait la notion de pointeur. Parce qu'en fait on nous explique bien que oui, quand vous modifiez à l'intérieur d'une fonction juste comme ça une variable, bah en fait ça fonctionne pas dans votre main, le A n'aura pas été transformé. Le A avec les points d'interrogation ici n'aura pas été transformé à la fin. Dans ce code-là où j'efface int D, je store pas D du tout, je le sauvegarde pas. Et ben du coup j'appelle hello, bah oui, il y a un int A qui est égal à 100, mais c'est tout. Et puis même si je mettais un hello et que je mettais entre les crochets int quelque chose, bah, int a, imaginons, pour déclarer la fonction, et que je lui disais bah, ensuite a, tu lui attribues la valeur 100, bah, à la fin, quoi qu'il arrive, si j'utilise pas de pointeur, en tout cas, ma valeur finale de a, elle reste avec des points d'interrogation, il n'y a rien, quoi, il y a juste un espace vide de mémoire réservé pour mon int de a. Parce que, encore une fois, le hello, ce serait l'équivalent du 3 ici. Et une fois que le hello il est fini, bah en fait je le sors, donc je le pop, je les push en appelant la fonction hello, et je le pop pour l'enlever et pour lui dire sayonara. Et donc du coup, bah au final, ce qu'il y avait à l'intérieur, bah il n'existe plus, je l'ai pas en mémoire, donc je m'en fous. Donc ça n'existe plus du tout. Et comme j'ai pas utilisé de pointeur, bah voilà.
Et donc du coup, dans l'idée, ici, pour illustrer un peu les chaînes listées, linked list, bah, en fait, on va justement essayer d'implémenter ces fonctions-là, cette idée de on crée donc une stack qui au fur et à mesure du temps, bah, on ajoute des choses par-dessus et ensuite on les enlève. Donc on aura des fonctions qui vont faire la même chose que push et pop. Et pour manipuler en fait les chaînes listées. C'est ça l'intérêt en réalité de voir ça en mode stack au-delà de savoir comment ça fonctionne l'ordinateur, c'est l'intérêt de lier un peu les deux, même si ça peut arriver que bah, je sais que c'est beaucoup utilisé sur LeetCode, un site qui vous permet de vous entraîner à des entretiens d'embauche, entre autres, avec des questions de programmation, avec des tests de programmation. Bah, potentiellement, on va vous, dans LeetCode ou même dans des entretiens d'embauche, pour des choses un petit peu software développeur, des choses comme ça, bah, on va vous demander, on va vous dire, ok, bah, comment tu implémentes une stack ou comment tu implémentes les chaînes listées pour reproduire la mémoire stack, etc. par-dessus. Bon, normalement, c'est intégré dans un problème, mais on peut aussi le demander comme ça. Donc, c'est toujours intéressant à savoir. Alors, on se retrouve maintenant pour implémenter en fait bah, notre stack. Alors, attention, gros disclaimer, hein, ça va être une manière très simple de la faire, entre guillemets. La simplicité, ça dépend de chacun, mais dans le sens où c'est peut-être pas la meilleure implémentation qu'on va faire, ça c'est sûr, et parce qu'en fait, elle peut être un peu compliquée à manipuler si vous voulez faire des opérations dessus. Là, l'idée, c'est surtout d'avoir les concepts principaux et l'idée générale, globale de comment ça fonctionne. Alors, on va procéder par étapes. On a cinq, six étapes qu'on va faire. On retrouve en fait plus ou moins bah, notre code qu'on avait déjà fait. J'ai juste vidé main. J'ai toujours mon struct.h, donc qui est un node, donc un nœud dans notre chaîne listée. Et déjà ici, dans cette première étape, pour rendre les choses un petit peu plus précises, un petit peu plus claires, on va dire plutôt, je vais rajouter une indication. Au lieu de simplement mettre une valeur et le next qui nous permet de pointer vers le prochain nœud, et bien là je rajoute aussi un caractère, une lettre. Donc comme ça, ce sera un petit peu plus facile à comprendre, je pense, au début. Je garde des valeurs, voilà, bon, pour vous montrer qu'on peut mettre plein de valeurs dedans, mais je garde valeur, même si on va pas trop l'utiliser, voire même pas du tout l'utiliser, parce que ça ne nous intéresse pas là. Ce sera plus facile de regarder les lettres. Je mettrai les lettres A, B, C, D, etc. Maintenant, là on commence dans le dur. On va commencer par créer en fait justement notre stack. Parce que vous voyez les éléments qu'on empile, comme j'ai fait dans mon beau schéma Paint, 1, 2, 3, et qu'on enlève en faisant des pops. Donc on enlève 3, il reste plus que 2 et 1, et ainsi de suite, etc. Et bien en fait, toute cette structure-là, bah, dans la mémoire, normalement on la met dans un gros cadre qui s'appelle la stack quand même. On a un certain nombre d'espaces réservés. Et bien justement, on va créer cette stack-là qui va nous servir en fait à plusieurs petites choses, mais entre autres à démarrer en fait notre stack entre autres. Et puis définir un petit peu tout ça. Donc on va faire en fait une structure. Donc je fais un type def tout de suite parce que je vais la renommer. Imaginons, là je vais l'appeler stack S pour stack structure, mais comment je l'appelais, je l'appellerai juste stack ici. Comme ça j'utiliserai un terme un petit peu plus simple. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette structure? En fait, ici, je vais attendre un pointeur vers un node, donc node S. Non, je vais le nommer, je vais le déclarer, pardon, vraiment comme ça, parce que je pense qu'avec le type def, je vais me tromper, donc dans le doute, je vais faire comme ça. Donc je déclare en fait, là, je viens de déclarer quoi? Pas simplement une structure à l'intérieur d'une structure, non. En fait, je viens de déclarer un pointeur vers une structure. Et je l'ai appelé haut parce que ce sera le haut de notre stack. Donc ce sera à chaque fois, ça va pointer, si vous voulez, le haut de notre stack. Si vous connaissez un petit peu l'assembleur x86, les choses comme ça, que ce soit 32 bits, 64 bits, et ben ça ressemble à ESP, si vous voulez. Si ça vous parle, bah, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est un petit détail. Et donc du coup, en fait, à chaque fois, il va pointer le haut de la stack. Donc au début, bah, il y aura rien dedans, hein, concrètement. Ce sera nul, ce sera un pointeur où il y aura écrit nul. Et ensuite, quand je vais rajouter un élément, quand je vais push un élément, eh ben, il va pointer cet élément-là. Quand je vais push un deuxième élément,
et ben, il va pointer cet élément-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et alors, pour nous aider, pour rendre les choses plus simples, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi déclarer à l'intérieur une variable int qui s'appelle nb. Alors d'ailleurs, je pourrais ne pas la faire en int parce qu'il n'y aura pas de valeur négative, mais en fait, à quoi ça va me servir ce nb? Ce nb, donc ce nombre, il va me servir à savoir combien il y a d'éléments dans la stack. Parce qu'à un moment donné, quand je vais push des choses dedans, bah, je vais en plus de ça garder l'information de combien il y a d'éléments. Donc comme ça, en gros, ma fonction, ma structure stack, elle va dire bah je pointe tel élément. Et il va me dire, bah en fait, ça c'est le quatrième élément, cinquième élément, sixième élément, ainsi de suite, quoi. Donc ça va m'aider pour plein de petites choses et ça simplifie un petit peu la procédure. Donc ça, c'est déjà, on va dire, l'étape numéro un. Ensuite, on va passer, bah déjà, on va l'initialiser en fait. Je vais sauvegarder ça. Je vais l'initialiser dans src.c, là où il y a mon main. Et ben, je vais dire, OK, bah, je vais créer ma stack parce qu'elle est là. Je vais faire stack s égale, et là, je vais mettre donc nul et pour le moment 0. Donc là, qu'est-ce que je viens de lui dire? Je viens de lui dire, bah, pour le moment, le pointeur que j'ai déclaré ici, qui va être un pointeur d'une structure node, bah, il est en fait pour le moment il est quoi qu'il arrive vide, il n'y a rien dedans. Et combien il y a d'éléments dans la stack actuellement? Bah, actuellement il y en a zéro, il y a rien dans ma stack actuellement. Ok, alors maintenant on va créer donc du coup ces fameuses fonctions push et pop, et on va même en créer une autre juste avant le pop d'ailleurs, mais je vous en reparlerai. On va créer nos fonctions dans ce fichier fonction.c. Alors, je sais que vous allez vous dire, bah, potentiellement, ça va complexifier un peu les choses parce que du coup, on doit gérer plusieurs fichiers et quand je vais devoir compiler, bah, ça va me donner quelque chose comme ça. Je l'ai préparé déjà un peu là, à l'avance, hein, bien entendu. Donc, vous voyez, je vais devoir compiler src.c, struct.h, fonction.c, fonction.h pour sortir mon programme. Et alors, oui, c'est plus facile, effectivement, normalement, de mettre toutes les fonctions là. Bon, c'est pas réaliste par rapport à la vraie vie, mais de toute façon, là, on n'est pas dans un cas ultra réaliste non plus, hein. Mais pourquoi je fais comme ça? La réponse est simple, parce que... Non, la raison, c'est qu'en fait, c'est pour préparer une autre vidéo, la dernière vidéo, normalement, que je ferai un peu dans cette playlist que j'ai prévue de vidéos en C. Et je vais en avoir besoin, en fait, d'avoir plusieurs fichiers en .c, en .h, etc. D'en avoir au moins deux ou trois. Je pense qu'avec deux ça suffira, mais globalement voilà, j'en aurai besoin, donc c'est pour ça je prépare déjà le terrain pour la suite. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo qui suivra dans la playlist. Donc on va créer tout ça dans fonction. Donc dans fonction.c, c'est là où je vais mettre le code bah, de la fonction push, de la fonction pop, et puis de la troisième que je vous garde un peu en, en réserve. En sachant qu'on pourrait faire aussi une fonction, hein, souvent ce que vous allez retrouver dans des livres, d'autres vidéos, dans des articles, etc. Souvent, vous allez retrouver aussi une fonction init qui permet d'initialiser la stack. Donc en fait, au lieu de faire comme moi, comme ça, bah, ils vont créer une fonction initialisation de stack ou init stack ou init tout court. Et en fait, moi je trouve que bon là, dans notre cas, ça sert à rien, en tout cas. Dans la vraie vie peut-être, mais enfin c'est même sûr. Mais en gros, là, ça fait l'équivalent de mettre nul et de mettre zéro. Donc ça, je la fais pas, je m'embête pas, on va pas faire des choses non plus trop compliquées. Mais du coup, ici, dans fonction.c, il faut déjà, avant qu'on commence même à coder nos fonctions, il faut déjà qu'on inclue des choses, bah, un peu comme on inclut d'habitude des librairies, etc. Donc on va faire include, excusez-moi, et je vais mettre stdlib.h puisque je vais utiliser des fonctions de ça. Je vais include aussi stdio.h parce que je vais utiliser sûrement printf, je vais pas m'embêter. Et du coup, il faut que j'include la chose que moi je crée ici, fonction.h. Parce que c'est là où on va mettre nos prototypes de nos fonctions.
Et donc, vous aurez remarqué aussi quand même peut-être une différence. Il me semble que je l'avais fait dans la première partie de la vidéo, mais comme je ne tourne pas en même temps, je me rappelle plus. Mais il me semble que j'avais mis aussi, bah c'est même sûr, j'avais dû mettre include struct.h. Ici, je vais pas le mettre. Ici, j'aurais pas besoin de le mettre là. Ici, ce include struct h, parce qu'en fait, ce include struct h, il va être nécessaire de toute façon dans fonction.h. Pourquoi? Parce que mes fonctions que je vais créer ici, elles vont concerner l'utilisation de ces choses-là, de node et de stack. Donc si j'ai besoin d'utiliser en fait mes structures déjà dans fonction.c et que dans fonction.c bah, j'inclus déjà fonction.h, bah, en fait c'est dans fonction.h où je peux mettre include du coup struct.h parce que les structures elles seront mises aussi dans les arguments de mes fonctions. Et donc, du coup, si je lui dis pas ce que c'est, imaginons que bah, j'utilise justement stack, imaginons je vais l'appeler stack S, imaginons j'utilise stack S ici. Bah, en fait, lui, quand il va compiler, si je lui dis pas que si je lui mettais pas cette ligne-là, même si c'est dans une fonction, hein, fonction, je mets entre parenthèses, hop, j'appelle ça fonction whatever, et ben en fait, lui, il va pas comprendre, il va dire, ok, mais c'est quoi une stack S? Moi, je sais pas ce que c'est une stack S là-dedans. Et donc, même si je l'incluais dans fonction.c, il me dirait, bah ouais, mais c'est bien beau. Là, oui, mais là, quand je dois regarder, il me parle de trucs que je connais pas. Donc, du coup, j'ai besoin de l'inclure ici. Et j'ai pas besoin de l'inclure techniquement ailleurs, je m'en fous. Donc, je vais garder ça. Et on va du coup commencer à faire l'étape 3. Donc, on a mis un peu en place notre stack et notre structure node qu'on a modifiée. On a initialisé déjà notre stack dans notre main. Donc, ça c'est fait. Et maintenant, bon, on a mis toutes les librairies et tous les header files qu'il faut dans le include pour le préprocesseur, etc. Bon, ça c'est fait. Et ben maintenant, on va créer enfin notre fonction push. Donc, on va pusher des choses dans la stack. Donc, pour ça, là aussi, il y a plein de manières de faire, honnêtement. C'est de manière libre, hein. Il n'y a pas une voie unique pour le faire. Donc ça peut être intéressant pour vous même de regarder d'autres vidéos sur le sujet. Vous verrez bah, d'autres manières de faire potentiellement. Mais ici, moi, je vais faire une fonction void qui retourne rien en soi. Parce que pourquoi je vais faire ça? Parce qu'en fait, simplement, ce que je vais lui dire dans push, je vais lui dire, bah, tu vas effectivement créer un pointeur vers un node. En fait, tu vas créer même un pointeur node. Et à partir de ça, bah, à partir de ce moment-là, une fois qu'il est créé, eh ben, tu vas assigner les valeurs que je lui passe. Donc, la valeur de mon nœud, c'est une valeur int, et puis la lettre, je lui mets ça. Et bien entendu, bah, on va voir le next, hein. Euh, et du coup, bah, en fait, c'est surtout après, dans ma fonction push, je vais surtout bien lui dire à ma stack, et je viens de pusher quelque chose. Donc maintenant, il faut changer ce que tu pointes du doigt. Ce que tu pointes ici, dans le haut de la stack, il va falloir le changer. Et ça se fait dans la fonction push. C'est l'idée principale que vous pouvez réserver. Même si vous devez implémenter votre stack d'une autre manière, l'idée c'est le push. Bah, vous rajoutez un élément, mais il faut le prévenir que vous rajoutez un élément. Donc votre stack, à un moment donné, elle doit être modifiée. Et puis bien entendu, bah, votre node, lui, ici, il va se passer quelque chose. Donc, concrètement, qu'est-ce que je lui passe en argument à cette fonction? Je lui passe stack étoile S, donc un pointeur sur une structure stack. Donc c'est moi ma structure, je l'ai appelée ici S aussi. Je garde les mêmes noms comme ça sera plus simple. Donc j'aurai besoin de lui donner l'adresse de cette chose-là, hein, de cette stack ici. Je lui passerai l'adresse avec le et commercial, comme avec bah, un pointeur en fait, parce que c'est un pointeur. Euh, et aussi, bah, du coup, j'ai besoin qu'il prenne une valeur en int et qu'il prenne un char C, on va mettre. Donc en fait, la lettre. Comme ça, c'est les valeurs qu'il va passer effectivement dans le nœud. Donc il va pusher, il va manipuler la stack. Et puis ben, dans le nœud qui est à l'intérieur de la stack, il faut qu'il mette une valeur et un caractère. Donc il va mettre ça. Ok. Du coup, c'est là où la partie un peu abstraite, on va dire, de comment j'implémente tout ça. C'est qu'ici, en fait, je vais créer de nouveau un pointeur.
Je vais lui dire, bah, en fait, c'est le nouveau élément, le nouveau nœud que je veux passer. Donc tu vas me le créer. Mais pour me le créer, il faut que tu me réserves de l'espace en mémoire. Et c'est là où vous voyez, on parlait bah, de la heap et de la stack, malloc, donc du coup la heap, bah, on va quand même l'utiliser alors qu'on parle d'une implémentation de stack. Bah oui, parce qu'en fait, il faut qu'il me réserve de la mémoire. Puis c'est pas une vraie stack pure, entre guillemets, dans l'ordinateur, hein. Là, c'est une implémentation qui réplique, entre guillemets. Mais c'est pas comme ça que la stack elle est codée ou fait dans votre ordinateur, hein. Mais dans l'idée, vous voyez, c'est pourquoi j'en parle, c'est pour dire, bah, en fait, il n'y a pas de meilleur entre heap et stack ou autre, hein. C'est juste que concrètement, est-ce que je me trompe pas là? Non, je me trompe pas. C'est juste que concrètement, bah, on a besoin d'espace dans la mémoire. Donc là, je lui dis, tu me réserves de l'espace mémoire pour un node. Et du coup, bah, avec le pointeur nouveau, on pourra lui assigner des valeurs. Donc, comme on sait, quand on utilise malloc, souvent, il faut vérifier des choses du style comme ça. Si c'est nul, en fait, pour éviter les erreurs, bah, tu fais printf pas d'allocation de mémoire, pas d'allocation de mémoire. Donc ça, c'est un peu les cas au cas où, on ne sait jamais. Exit 1 ou 0, hein, techniquement, je crois que ça marche aussi. Je pense, faudrait regarder le manuel, mais j'ai un peu la flemme. Mais je pense que ça fonctionnera. Il n'y a pas de raison. Et comme ça, bah, s'il y a un problème, au moins, ça ne nous fait pas tout cracher. Ça va nous dire, bah, pas d'allocation de mémoire. Donc en fait, je ne peux pas lancer mon programme là où il y a un problème quelque part, etc. Euh, Ok, donc maintenant c'est là où commence le vrai challenge. En réalité, c'est la fonction push qui est un petit peu plus complexe, mais si vous arrivez à comprendre la fonction push, à partir de ce moment-là, le reste, c'est-à-dire que le pop et même l'autre fonction qu'on va voir après, ou même comment tout fonctionne, c'est fini. C'est le plus dur, c'est l'élément le plus dur. Donc, rappelons-nous, on en est où? J'ai ma stack, là je fais mon nœud, j'ai mon nœud qui s'appelle nouveau, ici, et nouveau, c'est donc un nœud vers une structure de type node S, hein, etc. Donc je dois lui passer des valeurs. Je dois lui passer une valeur int, une valeur char. Bah, déjà, commençons par ça, c'est le plus simple. Donc je fais nouveau, là j'utilise bien l'arrow opérateur, et je vais mettre valeur. Je n'aime pas mettre d'espace, donc je vais pas mettre d'espace. C'est personnel, voilà. Et donc du coup, ici, bah, je lui fais passer valeur. Donc simplement, en fait, dans ma structure, bah, je lui mets une valeur. OK? Parce qu'il y a un élément valeur. Donc pareil, ici, nouveau, je lui mets C et je lui mets égal C. Donc C, c'est le caractère, c'est la lettre. Ça va nous aider surtout à mieux comprendre un petit peu comment ça marche. Surtout à mieux visualiser, on va dire. Ensuite, j'ai une autre chose dans nouveau. Dans nouveau, j'ai aussi next. Next, c'est le prochain élément vers lequel il doit pointer. D'accord? Pour faire une chaîne listée, techniquement. Mais vers quoi il doit pointer? Alors, prenez le. Moi, je pense que c'est un peu bizarre, mais pour mieux comprendre cette notion-là, il faut imaginer qu'il y a déjà quelque chose dans la stack. Donc, imaginez que j'ai mis ma première brique avec le 1 là, dans mon petit schéma d'avant. J'ai mis mon 1 et je veux pusher pour ajouter quelque chose. Donc, concrètement, mon nouveau élément, mon nouveau nœud dans ma chaîne listée, il doit pointer cet élément-là, cet élément numéro 1. Quand je rajoute mon 2, hein, quand je rajoutais mon 2, bah mon 2, en fait, il est au-dessus du 1, mais il doit pointer vers le 1. Et le 1, qu'est-ce que c'est concrètement le 1, ici, le premier élément? Et bien en fait, c'est le top of the stack, c'est le top de notre stack actuellement. C'est notre haut, ici, quand on a, c'est notre haut. C'est le plus haut élément. Donc du coup, moi, quand je rajoute un élément, le 2, bah, en fait, je lui dis, OK, bah, tu rajoutes au-dessus de l'élément numéro 1. Et l'élément numéro 1, eh ben, en fait, c'est le haut de la stack. Donc, simplement, je peux faire S arrow, donc flèche, hein, et je lui mets haut. Parce que moi, je l'ai appelé haut, hein, le haut de ma stack, quoi. Donc, comme ça, il va prendre directement l'adresse de l'élément haut.
Du coup, maintenant, le problème, c'est que mon SO, il faut aussi qu'il soit à jour, parce que j'ai rajouté un élément, et donc du coup, quand je rajoute un deuxième élément, il faut que je lui dise, bah voilà, le deuxième élément, tu pointes vers le premier élément, et aussi, il faut que je dise à ma stack, à partir de maintenant, quand tu rajoutes un élément, bah c'est pas sur le 1, mais c'est sur le 2 que je viens de rajouter. Donc ici, il faut que j'update aussi le haut de ma stack. Il faut que je lui dise, maintenant, c'est nouveau. Alors quand je dis nouveau, hein, c'est ça. C'est l'élément que je viens de mettre en place, quoi, que je viens de push. C'est cet élément-là que je mets en place. Donc là, moi je vous disais, je vous parlais surtout de l'exemple où on mettait le premier cas pour le deuxième, parce que c'est vrai qu'au tout début, la première fois, quand on va faire le premier push, ici, dans cette ligne-là, quand je vais mettre le premier élément, il va pointer vers SO. Mais SO au début, au tout début, bah en fait il est nul. Il vaut rien. C'est le premier élément. Alors, il y en a qui font des vérifications dans les manières d'implémenter des stacks. C'est peut-être un peu mieux, honnêtement, de faire une petite vérification si c'est pas nul, etc. Machin. Mais ça revient un peu à la même chose au final. Parce qu'à la fin, vous allez quand même dire, bah, je rajoute, je pointe quand même vers le départ de ma stack. Bon, bah oui, effectivement, il est nul au début. Et une fois que c'est fait, bah, je monte d'un cran mon stack pointer, on va dire, l'élément qui montre où est l'élément le plus haut dans la stack. Et du coup, bah, dans la pile, hein, je veux dire, du coup, pas en adresse, hein, forcément, parce que c'est l'inverse. Mais globalement, je lui montre le haut, et puis, bah, voilà. Donc, ici, comme on veut faire des choses relativement simples, même si c'est quand même un peu un sujet compliqué, bah, en fait, on s'en fout. Ok, on va pas faire de trucs bien plus compliqués. On n'est pas là, on est juste là plus pour illustrer un peu le propos. Et maintenant, je vais aussi modifier NB. NB dont je vous ai parlé, qui nous aidera à savoir combien d'éléments j'ai dans ma stack. Et que de base, j'ai initialisé à 0. Donc la première, même si c'est la première fois que je lui attribue une valeur, et ben je l'augmente de 1 pour lui dire, ok, bah, en fait, à partir de maintenant, tu passes de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, et comme ça, bah, quand j'aurai besoin de savoir combien il y a d'éléments dans ma stack, et ben, je serai capable de le faire. Et en fait, techniquement, on peut s'arrêter là. En tout cas pour push, hein, on n'a pas fini, mais on peut s'arrêter là. La petite chose à faire, donc déjà, je vais sauvegarder. Hop, je vais le mettre bien sûr mon prototype ici dans fonction.h parce que je vais en avoir besoin. Et je vais pouvoir déjà en fait même mettre en place des petites choses ici avant de compiler mon programme pour que ça soit bien. Euh, du coup, première chose qu'on va faire, on va push des choses. On va push. Donc, je vais appeler ma fonction push et je vais lui dire, du coup, bah, tu attends en paramètre un pointeur sur une structure, stack. Bah, du coup, je te la donne avec le et commercial s, parce que je l'ai appelé comme ça. Il attend un int, hein, on a dit pour attribuer une valeur. Bon, bah, je mets, imaginons 4. OK. Et ensuite, je mets une lettre. On va mettre A. Comme ça, on va prendre l'alphabet. Donc, je vais push plusieurs fois. Donc, toujours la même chose. 7, B, hop, je sais pas, les 42, C. Voilà. Donc, du coup, on a pushé des choses. Maintenant, bah, c'est bien beau, là, même si je lance mon code et tout, même si là je sauvegarde, que je compile pour le moment. Ah, alors attention, j'ai fait une erreur apparemment quelque part. Pop, 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 qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Il me dit stack S. Ah oui, pardon, effectivement, il me manque quelque chose. Il me manque un include ici. En fait, il me manque include fonction .h. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me manque. Parce que du coup, effectivement, il me dit, bah, je connais pas stack. Bon, ok. Parce qu'effectivement, il n'y a pas struct.h. Mais je connais pas non plus, il me dit, je connais pas non plus push ici. Il me dit implicit declaration.
Et en fait, c'est parce que tout est dans fonction.h. Et dans fonction.h, bah, il y a aussi notre structure. Donc du coup, je vais recompiler ça. Cette fois, vous voyez, ça fonctionne bien, il n'y a pas d'erreur. Mais bon, si je lance mon programme, bah, il fait rien en fait. Donc c'est pas intéressant. Mais au moins, on est sûr que j'ai pas fait de bêtises et j'ai pas d'erreur de frappe. Du coup, ici, je vais mettre un printf. Donc j'ai push trois choses. Donc si vous avez compris un peu comment fonctionne la stack, bah, en fait, j'ai push d'abord la lettre A. Donc le premier bloc, il y a A dedans, il y a aussi la valeur 4. Le deuxième bloc, il y a la valeur 7 et la lettre B, qui est au-dessus de la A. Et du coup, là, l'élément là, ici B, bah, il pointe vers cet élément-là, qui était l'ancien top of the stack. Là, maintenant, c'est celui-ci. Quand je push C, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, je lui crée l'espace qu'il faut, je lui mets la valeur 42, je lui mets la lettre C, et je lui dis, bah, C, tu dois pointer vers l'élément top of the stack. Et ensuite, tu updates l'élément top of the stack pour dire que c'est toi, concrètement. Donc du coup, là, si je devais regarder, par exemple, pour vous illustrer ça, lettre euh, top of the stack, donc la lettre qui est au-dessus de tout, donc pourcentage C parce que c'est un caractère, je saute une ligne, et ben du coup je vais pouvoir l'appeler bah, par exemple en faisant s.o point C du coup, c'est un caractère, donc je crois que j'ai appelé C, oui c'est ça. Je vérifie parce que j'ai un petit doute, mais normalement c'est bien ça. Oui, je me suis pas embêté dans les noms. Donc du coup là il va me sortir normalement la lettre C. Mais je peux vérifier si tout marche bien. Je peux vérifier s'il pointe bien vers les bonnes choses. En gros, là, je peux faire un printf et dire lettre pointée par, comment écrire ça? Node top stack. Donc, qu'est-ce que l'élément là, en fait, il pointe vers quoi, concrètement? Je vais mettre pourcentage chez un petit saut de ligne aussi parce que ça mange pas de pain. Et je vais lui dire, donc, on va partir sur s.o. Sauf que là, cette fois, je vais lui mettre .next. Ok? Parce qu'en gros, je vais chercher à l'intérieur de mon nœud qu'est-ce qui pointe. Donc j'ai besoin d'aller voir le next. Et bon, c'est bien beau de voir ce qui pointe, mais du coup, il vaut mieux que je print, en tout cas, que je sorte vraiment la lettre. Donc comme ça, je verrai bien que c'est le B et que c'est pas le... Ouais, je verrai bien que c'est le B, parce qu'avant c'est le C, ensuite c'est le B. Et du coup, je pourrais même m'amuser. Alors, ça va être embêtant à écrire, je vous le dis. C'est un peu chiant, mais bon, ça met à l'épreuve si vous savez ce que c'est une structure avec des pointeurs, hein. La lettre, comment j'écris ça? Pointé par node 2, top stack, on va dire. Donc, du coup, par l'élément, donc après, il y a le C, le B. Qu'est-ce qui pointe le B? Ben, je vais mettre ça. Et alors là, effectivement, ça va être un peu embêtant à écrire. Donc ça va être s.o. Je vais rajouter, à mon avis, dans le doute, quelques parenthèses, parce que là, je lui dis r.next, encore une fois. Donc ça, c'est bon. Et là, je lui pointe encore une fois next. Et je lui pointe encore une fois c. Et du coup, ça devrait être pas mal. J'ai un petit doute sur l'écriture de ça, je vous avouerai. Mais écoutez, je suis pas du tout en live, mais je referai après la vidéo, je pas que ça à foutre. Donc si je me suis trompé, eh ben, on verra bien. Donc ça, en tout cas, ça a pas l'air, donc ça compile bien. Oh, et j'ai oublié aussi une chose que je viens de me rendre compte. Ici, on utilise malloc et on vérifie bien que tout est vide. Enfin, si c'est vide, si on peut pas attribuer de la mémoire, en gros, concrètement, bah du coup on arrête. Mais il faut normalement aussi que je libère ça. Mais comme, donc je vais le mettre tout en bas, hop, je vais mettre free. Mais comme en fait, techniquement, tout ça n'apparaît pas, cette chose-là, ici, nouveau, etc., c'est ce qui est pointé par S, par notre stack. Donc c'est notre stack qu'il faut libérer.
et plus particulièrement l'élément O. Donc je vais libérer l'élément O. Comme ça, au moins, je suis sûr que je j'ai pas de problème. Bon, en vrai, je l'aurais pas mis le free. Le programme, il aurait marché, hein, je vous le dis. Mais à mon avis, sur un petit programme comme ça m'étonnerait déjà que malloc fonctionne pas. Mais bon, on sait jamais, hein. Surtout que je suis sur une VM, machin, etc. Je suis pas sur mon Windows. Je suis dans Windows, mais enfin, je suis dans une machine virtuelle à l'intérieur de Windows. Donc bon, on sait jamais, mais bon, j'y crois pas trop. Donc maintenant, je vais lancer mon programme. Et alors, on voit bien que bah, ça fonctionne pas trop mal, parce qu'effectivement, la lettre qui est au top of the stack, bah, c'est bien C, ce qui est logique, puisque c'est le dernier élément que j'ai mis sur ma pile. J'ai mis A, j'ai mis mon assiette A, j'ai mis mon assiette B, je mets mon assiette C. Souvent, on représente ça par des assiettes ou des bouquins. Vous mettez le premier bouquin, vous mettez le deuxième bouquin, vous mettez le troisième bouquin. Bon, bah, le troisième bouquin, il s'appelle C, donc ça va. La lettre qui est pointée par C, c'est bien B. Et la lettre pointée par B, bah, c'est bien A. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est plus facile de faire avec des lettres qu'avec des chiffres. Je m'en suis rendu compte en préparant un peu l'idée générale. Et en fait, j'aurais pu même carrément supprimer les valeurs, ça me sert à rien. Mais c'est pas grave. Comme ça me montre que on peut mettre plein de choses dedans, mais bon, normalement, on est au courant puisque c'est des structures. Ok, donc là, bah, c'est pas trop mal, mais effectivement, ça, c'est chiant à écrire. Et en fait, c'est quand même pratique cet élément-là, surtout celui-ci. Les autres, bon, c'est sympa pour montrer que ça marche bien. Mais cet élément-là, je vais le mettre en commentaire. Mais cet élément-là, en fait, on va créer une autre fonction. C'est la fonction dont je ne vous ai pas encore parlé, mais dont je vous parle maintenant. C'est un peu notre cinquième étape, je pense. Là, on est à peu près à la cinquième. On vient de créer, ouais, on va dire cinquième. Euh, et en fait, on va créer une fonction. Alors souvent, vous allez le retrouver, si vous regardez sur Internet des jeux, des idées de stack, etc. Vous allez la retrouver sous un nom particulier qui est pick. Pick, c'est pour dire, bah, je regarde en gros qu'est-ce qu'il y a dans ma stack, le haut de ma stack actuelle. Donc au lieu d'avoir à écrire à chaque fois ça dans un printf, on va faire une fonction pick. Donc là aussi, je vais la faire en void. Je vais pas trop m'embêter. Je vais la faire en void parce que je mettrai le printf à l'intérieur. On va dire ça comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai besoin en fait dans ma fonction pick? Bah, j'ai besoin de lui dire bah regarde ma stack. Donc j'ai besoin de lui passer la stack. Et d'ailleurs, plus particulièrement un pointeur sur ma stack. Donc, je réutiliserai le et commercial quand je vais appeler cette fonction. Et ici, je vais lui mettre une petite sécurité aussi, parce que on sait jamais. Parce qu'imaginez que je lui demande de regarder et qu'il n'y a rien, en fait. Que dans, en fait, le NB là, qui montre normalement, d'ailleurs je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse, mais qui montre combien il y a d'éléments à l'intérieur, et ben imaginez qu'il n'y a rien dedans. Donc si c'est supérieur à 0, bon bah ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc je vais mettre un printf la lettre, comment j'écris ça en stop stack. Je pense que c'est compréhensible. Donc c'est l'élément qui est au top de la stack et je lui demande donc de regarder donc le S, donc la section O et plus particulièrement la section C. Point virgule. Donc du coup, s'il n'y a rien, si c'est l'autre cas, si c'est pas supérieur à 0, et ben tu vas me sortir, il n'y a rien dans la stack. Ouais, on va faire comme ça. Donc par contre, il faut que je mette, attention, le prototype dans fonction.h, parce que sinon il va me dire qu'il ne connaît pas à la compilation, il va me dire, bah, je sais pas de quoi tu me parles, quand je vais ici l'appeler. Donc d'ailleurs ici, effectivement, j'aurais pu le mettre, bon, je vais le mettre là maintenant, je vais mettre printf euh, le NB d'éléments de node, de node dans ma stack, pourcentage D, soit la ligne, et je vais lui dire, bah, du coup, c'est NB. Et ici, du coup, on va voir si notre fonction pick, déjà, elle marche bien, s'il montre les bonnes choses.
Donc S, hop, on va voir ça tout de suite. Je compile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, pas besoin, je suis bête, effectivement. Pas besoin de mettre arrow, puisque là, en fait, c'est juste l'élément S. Et pic, qu'est-ce qu'il me dit? Implicit function declaration. Ah, j'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé. Ok, ok, c'est bon, c'est déjà un peu mieux. Vous voyez, c'est vite arrivé de faire des petites bêtises. Et donc, du coup, on voit que. Donc, bon, on voit bien que ça, cette phrase-là, ça marche bien. Donc ça c'est parfait. Pas besoin donc de l'arrow opérateur parce qu'on ne parle pas d'un pointeur, machin, etc. Je vous invite à regarder la vidéo sur les structures si ce n'est pas déjà fait et de mettre un like sur celle-ci et sur la vidéo des structures. Même si c'est déjà fait, vous en remettez un deuxième, c'est pas grave, ça m'aide, c'est gentil. Euh, Moment promo, hein, désolé. Et ici, donc on voit que bah, mon truc écrit là comme ça, bah, en fait je peux l'avoir effectivement en pic. Et puis je peux même regarder, par exemple, pic. Donc juste après avoir déclaré ici ma stack, bah, j'ai rien mis encore dedans. Je vais faire plutôt comme ça pour rendre le code un peu plus beau. Hop, je sauvegarde, je compile, je lance le programme. Et vous voyez, au début, il me dit, bah, il n'y a rien dans la stack. Ensuite, il me dit, il y a trois éléments dans la stack, avec ici, ça. Et ensuite, il me dit, bah, la lettre top of the stack, c'est C, et la lettre top stack, C aussi. Donc, pic fonctionne. Donc, cette phrase-là, je vais pouvoir la mettre en commentaire, je l'efface pas, on sait jamais, j'en aurais peut-être besoin, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je peux mettre aussi un pic hein, ici, hop, entre le moment où je mets des choses. Et vous voyez, bah, du coup, il me dit la lettre top stack, bah, c'est le A. Ensuite, il me dit il y a bien les trois éléments. Il me dit ensuite la lettre top, c'est le C. Ok. Ok, ok. Donc là, on a fini déjà un gros bout. Bon, déjà, comme je disais, push, c'est le plus compliqué. Après, la pick, bon, c'est assez simple. Au final, on accède juste à S, O, C. Et il faut juste pas oublier que c'est des pointeurs, mais que dans main, les petites bêtises que j'ai fait avec le arrow, c'est pas le cas. Donc, pas besoin. Juste un point suffira. Et on a mis tout dans les prototypes, etc. Maintenant, dernière fonction, et on aura fini, en fait, c'est comment on élimine, comment on pop, du coup, les choses. Donc on retourne dans notre fonction ici, et à partir d'ici, on va faire une fonction pop. Alors déjà, si on réfléchit à comment ça fonctionne, comment je fais pour enlever un élément? Au final, au vu de mon implémentation, à chaque fois, je pointe en direction, mon élément stack O, il pointe vers le dernier élément qui a été mis dedans. Donc c'est cet élément-là qu'il faut qu'il fasse sauter. C'est le dernier qui pointe. Donc ça veut dire aussi que si, imaginons, bah, je change mon stack S là que j'ai mis, eh ben, il faut simplement qu'il dirige vers l'élément juste en dessous. Quand j'avais mis mes trois carrés rouges de mon schéma 1, 2 et 3, si je veux enlever 3, bah, je lui dis OK, tu m'enlèves 3, mais comment tu m'enlèves? Simplement en me montrant que le haut, c'est plus 3, mais c'est 2. Et si j'enlève 2, bah, tu me montres que c'est la case 1. Donc là, si on remplace par nous ce qu'on a fait avec nos lettres, bah, on a mis le premier bloc c'est A, le deuxième bloc c'est B, le troisième bloc c'est C. On a vu que C, il pointait vers B. Et que top of the stack, hein, si on regarde notre fonction pick, bah, elle nous dit bien que le top of the stack c'est le C. C'est bien la dernière chose qu'on a mis. Donc en gros, maintenant, il faut que je lui dise à mon programme, c'est plus ça, c'est plus C, c'est B. Donc, j'espère que c'est un peu clair. Donc en gros, en fait, je lui dis, bah maintenant, le top of the stack, tu pointes vers B, et puis ton C, bah tu te le mets où tu veux, je m'en fous, c'est pas mon problème. Et puis quand j'enlèverai B, bah tu te diras, c'est A. Et si on réfléchit à se dire, bon bah ok, j'ai compris ça, j'ai compris, on diminue en fait notre stack pointer, concrètement, mais où est-ce que je trouve l'information de lui dire, bah en fait, ok, maintenant il faut plus que ça soit ça, il faut que ça soit quelque chose d'autre. Mais comment il va chercher cette information-là? Eh bien, c'est grâce à notre chaîne listée. Parce que C, en gros, on avait vu aussi que C, ici, là, dans cette ligne-là,
que C, il pointe bien vers B. Donc je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que le haut de la stack, maintenant, doit aller chercher dans mon nœud, ici dans mon nœud, il va chercher cette information-là. Et donc du coup, bah, quand on est à C, il va montrer B, quand je serai à B, il va montrer A, et ainsi de suite. Donc en soi, c'est assez simple. C'est en fait, je vais juste changer les valeurs à l'intérieur de SO, S.O. Donc là, bon, comme on utilise encore une fois dans une fonction, donc on va l'appeler pop, on attend la stack, mais on attend un pointeur sur la stack pour changer la valeur à l'intérieur donc du coup de notre stack. Et bien là, je vais lui dire, alors là aussi, il faut que je fasse une vérification. Et aussi, il faut que je fasse une vérification parce que imaginez que j'essaye de pop alors qu'il n'y a rien, bah ça va pas le faire. Donc je vais lui dire si NB, en fait, il est inférieur ou égal à 0. Bon, c'est vrai que c'est bizarre inférieur à 0, mais quand j'ai réfléchi, mais c'est vrai que j'ai mis un int, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Je réalise parfois que je fais des bêtises, mais c'est pas grave, le concept est le même. Bah, il n'y a rien à pop, en gros, je lui dis. Donc en fait, s'il me dit qu'il n'y a pas d'NB, puisque NB je l'augmente, hein, n'oubliez pas à chaque fois qu'il y a un push. Donc au début, bah, il est égal à 0 parce qu'on initialise les valeurs à 0. Bon, bah, la première fois, du coup, quand je reviens ici, bah, s'il n'y a rien, il n'y a rien, hein. Qu'est-ce que vous voulez? S'il n'y a rien à pop, bien, il n'y a rien à pop. Euh, Par contre, s'il y a quelque chose à l'intérieur, si c'est au moins égal à 1, du coup, et ben du coup, je lui dis que tu me changes la valeur de haut, mon point, donc mon top of the stack, je lui change pour dire c'est bien haut. Mais dans O, qu'est-ce qui pointe actuellement? Donc, il va chercher l'information à l'intérieur de C, ici, et il va chercher l'information qui est, pardon, ici, next. Donc, en gros, tu vas remplacer l'adresse que tu gardes en mémoire, tu vas la remplacer par quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est le next qu'on connaît déjà. Et aussi, alors quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ici, mon NB que j'ai augmenté dans mon push, bah, du coup, il faut bien que je le décrémente, que je l'enlève quand je fais mon pop. Donc je sauvegarde ça. Il faut que je fasse des choses. Hop, ici, voilà. Je sauvegarde bien, pas comme tout à l'heure. Et bah, ici, on va s'amuser. Alors bon, allez, on va enlever ça. Hop, pour le moment. Le nombre d'éléments, on s'en fiche. Et donc, du coup, là, imaginons donc pic, bah, il va me dire OK. Il va me dire OK, bah, c'est C. Donc là, maintenant, je vais faire pop adresse du coup de S. Donc, je lui enlève un élément. Et là, je vais lui demander de refaire un pic juste après. Comme ça, je vois ce qui s'est passé, ce qu'il a enlevé ou pas précédemment. Donc je compile, j'ai pas fait d'erreur cette fois, c'est parfait. C'est une première, je crois. Programme. Donc on voit que... ah oui, il y a encore ce pic-là, nul. Bon, c'est pas grave, je vais l'enlever déjà. Mais c'est pas grave. On voit quoi? On voit que, effectivement, bon, au début, il n'y a rien dans la stack, ligne 8. Ensuite, de ligne 9 à 11 inclus, j'ajoute 3 éléments au fur et à mesure. Je pique ici, il me dit, bah, l'élément le plus haut, c'est C. Je pop, donc j'enlève un élément. Je repique pour regarder quel élément est au top. Et effectivement, bah, cette ligne-là, il faut imaginer que c'est comme si elle avait été effacée, entre guillemets. Et du coup, bah, maintenant, on n'a plus que B et on n'a plus que A. Donc on peut s'amuser hein, à faire du coup pop de nouveau. Et du coup, je lui passe S. Donc je vais enlever aussi le, l'élément B. Là, je vais lui redemander, oula, j'ai mal écrit. Je vais lui demander de regarder de nouveau quelle est la valeur au-dessus. Et je peux m'amuser même à repush des choses par derrière. Donc push S 45. Je vais lui mettre une autre valeur, imaginons Y. On ne suit pas l'alphabet, on s'en fiche. Je lui repush quelque chose. S 4, je sais pas. R, imaginons. Et là, je vais lui demander de repique. Bon, ça sert à rien hein, ce que je fais entre guillemets là maintenant. C'est juste pour vous montrer quand même une dernière fois au cas où
si c'est pas trop clair, parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu difficile. Hop, de revoir qu'est-ce qui va être en top. Là, normalement, si vous mettez la vidéo en pause, vous êtes censé comprendre déjà ce qui va finir à la fin au top. Bon, normalement, c'est assez clair. Enfin, j'espère. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à faire un petit commentaire pour voir. Puis, bah, potentiellement, je changerai ma vidéo s'il le faut ou j'apporterai plus de précision bah, dans les commentaires s'il y a des choses qui vont pas là-dessus. Euh, donc j'ai compilé, donc normalement vous savez quelle est la valeur, vous savez même plus ou moins ce qui va être print au fur et à mesure, mais je vais le faire quand même. Donc au début, bah, ça n'a pas changé, c'est toujours notre C à partir de cette ligne-là. Ensuite, on pop, donc on enlève C, on regarde de nouveau, c'est bien B. Ensuite, on repop un coup, parce que pourquoi pas, et on refait un pic pour regarder, bah, il nous reste plus que cette ligne-là, la A, la push A. Euh, et ensuite, du coup, bah, je regarde de nouveau, je repousse, pardon, Y et R. Et au final, bah, je ne regarde que quand j'ai push R. Donc du coup, je récupère bien la lettre top stack R. Et donc là, j'ai mis en place effectivement une stack. Encore une fois, ce n'est pas la plus optimisée. Il y a sûrement 1000 manières de faire bien meilleures que les miennes. J'espère surtout que l'objectif de cette vidéo, c'était plus d'illustrer le process parce que moi, la première fois que j'ai vu ça, honnêtement, comme je le disais en début de vidéo, bah, je me suis dit, ok, ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Au final, ça va, mais il faut prendre le temps. C'est un peu compliqué quand même. Mais c'est faisable, c'est humainement faisable. Et, euh, bon, bah après, moi, comme vous le savez, peut-être ou pas, je ne sais pas, sur le reste de cette chaîne, vous trouvez souvent des idées enfin des vidéos de CTF, de reverse engineering, parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc du coup, bah, la stack, la mémoire, on le voit assez souvent, donc c'est cool de bien maîtriser ce concept-là, si ça vous intéresse aussi, le reverse engineering, parce que souvent dans les opérations que vous allez faire, dans les outils que vous allez utiliser avec Ghidra ou autre, bah, souvent vous voyez du code en assembly et aussi des informations directement faites par Ghidra qui vous dit bah ça c'est dans la stack à telle adresse, telle adresse, telle adresse. Bon bah c'est des choses importantes à savoir, en tout cas très pratiques potentiellement. Donc voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a aidé. S'il y a un problème, mettez-moi un petit commentaire et puis bah, je verrai en fonction de, de- si je dois répondre simplement en commentaire ou si je dois faire une petite vidéo, à vous de voir. Et j'espère que, bah, que ça vous a aidé un petit peu au moins à comprendre. Je vous encourage à essayer de reproduire le code. Je pense que je le mettrai peut-être sur mon GitHub. Je ne sais pas encore, mais j'imagine que oui, je vais m'embêter à le faire un petit peu. Mais recodez-le vous de votre côté, améliorez-le à mon avis parce que c'est pas la meilleure chose, la meilleure manière de le faire. Peut-être avec un vrai problème comme j'ai présenté dans mon PowerPoint, c'est toujours par la pratique qu'on apprend le mieux. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.